gentlemen, welcome to London. We will shortly be arriving at London International. Depuis la fin des années 1990, le Royaume-Uni a entrepris des recherches sur le cannabis comme médicament. Plusieurs études financées par le gouvernement ont été menées, notamment sur l'action du cannabis sur la sclérose en plaques, une maladie qui touche 85 000 personnes au Royaume-Uni et 300 000 en Europe. David Harrison est le porte-parole de l'Association des malades de la sclérose en plaques. L'association des malades de la sclérose en plaques insiste depuis plusieurs années pour qu'ait lieu une série de tests des médicaments à base de cannabis sur des personnes souffrant de la sclérose en plaques, car au fil des années, de nombreux malades ont affirmé que fumer du cannabis leur était bénéfique. À l'heure actuelle, il est impossible de se procurer du cannabis légalement et nous craignons que, faute des tests appropriés, les malades ne consomment des produits de mauvaise qualité et potentiellement dangereux. Notre association de malades a donc fait pression pour que ces tests aient lieu. Elle a réuni les différentes parties intéressées, représentants des laboratoires et du gouvernement, ainsi que les malades eux-mêmes, et nous avons obtenu que le Conseil de la recherche médicale débloque 1 million de livres sterling pour lancer une étude sur le cannabis à l'échelle nationale. Depuis Plymouth, nous avons coordonné une étude lancée dans 33 sites du Royaume-Uni. John Zaitchek coordonne cette étude d'envergure nationale. Plus de 670 personnes en tout y ont participé et ici, à Plymouth, nous avons fait appel à plus d'une centaine de patients. Nous voulions nous concentrer sur les effets du cannabis, sur certains symptômes de la sclérose en plaques sur lesquels, selon nos patients, le cannabis avait un effet. Parmi ces symptômes, les plus communs sont la douleur, les spasmes, la spasticité et les troubles de la vessie. Nous avons divisé les patients en 3 groupes. Un groupe témoin à qui on a administré un placebo, et 2 groupes à qui on a administré une substance active. Au premier, on a donné un composé appelé THC, une substance active du cannabis et qui peut être synthétisée. On a choisi le THC car c'est un composant essentiel du cannabis et que sa production à usage thérapeutique est facilement envisageable. Mais pour le dernier groupe, il nous fallait des extraits de cannabis pour s'assurer que si l'effet n'était pas dû au THC, il pouvait être dû à une autre substance présente dans le cannabis. Au début de l'étude, nous n'avions l'autorisation que d'utiliser des préparations sous forme de gélules destinées à être ingérées. Les patients en prenaient 2 fois par jour, matin et soir. Le cannabis ainsi ingéré pénètre dans le corps et vient se fixer dans les graisses de sorte que si on arrête la prise, le cannabis est toujours diffusé dans le corps par l'intermédiaire des graisses. Nous pensons que le cannabis fonctionne avec ce qu'on appelle des récepteurs dans le cerveau et la moelle épinière. Ces effets sont variés, mais de manière générale, on a trouvé qu'il avait un effet bénéfique sur la spasticité et la douleur. Le but de cette étude était de fournir des mesures précises et objectives sur la spasticité. L'instrument de mesure de la spasticité est ce qu'on appelle l'échelle d'Ashworth. Les mesures effectuées lors de notre étude nous ont permis de voir que la prise de cannabis ne changeait pas les résultats. Mais nos patients affirmaient que c'était bénéfique pour leur spasticité. Ils affirmaient aussi que la douleur était moins forte et qu'ils étaient moins gênés par certains symptômes comme les spasmes liés à la spasticité et qu'ils souffraient aussi moins du manque de sommeil. Mais ceux qui avaient pris des placebos, eux aussi se sentaient mieux. Il n'y avait pas de différence importante entre les groupes qui avaient pris la substance active et le groupe placebo. En revanche, on a vérifié des effets positifs dans d'autres domaines comme la douleur et les déplacements. Les gens qui avaient pris une substance active avaient amélioré leur vitesse de marche. Ces premiers résultats ambivalents ont amené le Dr Zaitchek et son équipe à définir un nouvel instrument de mesure des symptômes de la sclérose en plaques. En revanche, les conclusions des dernières expériences en laboratoire et sur des animaux montreraient que le cannabis non seulement agit sur les symptômes de la sclérose en plaques, mais aurait également un effet protecteur sur le système nerveux. Mark Rogerson représente la société privée GW Pharmaceuticals.
Il semblerait que notre corps soit d'une certaine façon comme préprogrammé pour fonctionner avec du cannabis. Dans le corps humain, on trouve des entités qu'on appelle des récepteurs cannabinoïdes. Et lorsqu'un cannabinoïde entre dans votre système, il s'emboîte dans le récepteur, un peu comme une clé et une serrure. Et c'est grâce à ce mécanisme que les substances actives, les cannabinoïdes actifs, peuvent modifier ce qui se passe dans votre corps et par exemple vous aider à supporter la douleur. Parallèlement à la recherche publique, toujours pour la sclérose en plaques, le secteur privé ne reste pas inactif. GW Pharmaceuticals est une société à capitaux privés qui a investi 30 millions d'euros dans la seule mise au point d'un produit à base de cannabis. Nous avons réalisé une étude sur plusieurs centaines de malades de la sclérose en plaques pour voir dans quelle mesure les médicaments à base de cannabis peuvent les aider à gérer les symptômes de leur maladie. Ce n'est en aucun cas un traitement, mais cela peut leur permettre de mieux vivre certains symptômes comme la douleur, la spasticité, les spasmes et les troubles du sommeil. Le médicament que nous avons mis au point pour la sclérose en plaques fonctionne comme un spray. Nous insistons sur le fait qu'il est administré par pulvérisation dans la bouche, un peu comme les produits pour garder la laine fraîche, car nous pensons que c'est très efficace. Le médicament pénètre dans le système sanguin par la muqueuse qui se trouve des deux côtés de la bouche et sous la langue. Il pénètre rapidement dans le sang et agit donc aussi plus rapidement. Nous n'avons pas pour autant inventé une forme de cannabis magique qui ne présenterait pas de risque d'état second, qui ne ferait pas planer. Nous avons juste développé un médicament qui, utilisé correctement, n'entraîne pas d'intoxication. Toutefois, ce produit n'a pas encore reçu des pouvoirs publics l'autorisation de mise sur le marché. GW Pharmaceuticals l'espère pour fin 2004. Au Royaume-Uni, l'association Drugscope a pour mission d'observer le comportement de la société face aux drogues et notamment au cannabis et d'en rendre compte au public. Elle est financée par le gouvernement et le secteur privé. Natasha Vroman est la porte-parole de Drugscope. Drugscope soutient ce projet et soutient l'utilisation de différentes drogues dans le traitement d'un grand nombre de maladies. Pour le moment, les résultats ne sont pas encore concluants, mais la recherche avançant, je pense qu'on aura une meilleure approche de ce problème. Je pense que les gens seront moins réticents à l'utilisation du cannabis quand elle se fera de manière plus saine, sous forme de spray ou de comprimé. Le fait de fumer le cannabis avec un mélange de tabac et donc d'ingérer de la fumée pose encore problème. Il va falloir du temps avant que les gens n'acceptent qu'on ait recours à ce genre de traitement. Mais une chose est certaine, nous avons besoin de plus d'informations et d'exemples sur les effets bénéfiques de la prise de cannabis dans un but thérapeutique. Aujourd'hui, seuls 2 des 60 composants du cannabis ont fait l'objet d'une étude approfondie. Au Royaume-Uni, le champ d'expérimentation reste donc très ouvert. L'avenir nous dira si le cannabis, dont l'histoire est très ancienne, répondra comme médicament aux attentes de la communauté scientifique et des investisseurs privés.